tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Stéphane Obeit. Bonjour. Bonjour. Alors le grand public vous connaît peut-être pas encore, vous êtes conseiller communal à Gansoron, mais peut-être futur bourgmestre dans cette commune-là puisque vous êtes tête de liste pour les prochaines élections. On en parlera en fin d'interview. Et puis surtout, vous êtes conseiller, collaborateur au sein du Parlement bruxellois, vraiment spécialisé dans la mobilité et ça, on va en parler beaucoup. Mais avant ça, petite question par rapport à Damso. Ce n'est pas lui qui écrira l'hymne des Diables Rouges, finalement. Il était critiqué pour ses textes sexistes. Alors, je vous propose 3 possibilités de réponse. A. L'Union belge a bien fait. B. C'est exagéré comme réaction. C. Quand les sponsors s'en mêlent, ils ont le dernier mot. Moi, je dirais la réponse A. L'Union belge a bien fait. Les propos étaient tout à fait déplacés. Et je pense qu'on ne peut pas avoir comme hymne, dans le cadre du futur mondial, un hymne qui est misogyne sur un certain nombre d'éléments du texte de Damso. Oui, ouais, donc par rapport à ce texte précédent. Alors, on en vient à la mobilité, qui est vraiment votre core business. Des nouvelles règles en matière de coordination des chantiers ont été présentées aujourd'hui. Elles passeront au Parlement la semaine prochaine. Ça fait 10 ans, voire 20 ans que les règles précédentes existaient. Il était temps de changer les choses. Bah oui, il était temps. Je regrette qu'il ait fallu 10 ans pour effectivement adapter le cadre légal. Il était temps aussi parce que les automobilistes et les Bruxellois constatent chaque jour la difficulté des chantiers et la mauvaise coordination de ces derniers. Oui. Alors quand on regarde en gros, je cite quelques règles, planification 5 ans à l'avance, des zones d'hyper-coordination où, à part le gros chantier en cours, celui de Porte de Halle, les autres chantiers seront interdits sauf dérogation, des horaires élargis avec l'obligation d'avoir des ouvriers pendant 8 heures, voire de 6 heures à 22 heures pour les très gros chantiers. C'est pas mal tout ça sur papier. Ah, sur papier, c'est beau. Ça a l'air très sympathique comme ça, mais en lisant le texte, on peut se rendre compte que, par exemple, sur les zones d'hyper-coordination, il n'y a pas, je dirais, d'obligation d'hyper-coordonner les chantiers. Donc c'est un peu au bon vouloir de la commission de coordination des chantiers qui remet un avis au gouvernement et le gouvernement décide. On regrette ici au MR qu'on ne puisse pas obliger à hyper coordonner et à mieux coordonner les chantiers. Sur la question de la durée, effectivement, c'est une bonne chose. On a plaidé pour ça, pour élargir les périodes de chantier. La question aussi, c'est les mesures de sanctions qui accompagnent ça si on ne respecte pas les horaires et les créneaux horaires et la possibilité au bourgmestre effectivement de déroger, d'aller plus loin dans les horaires pour terminer plus vite un chantier. C'est une bonne chose, on attend de voir. Oui, les sanctions, vous avez l'impression que le dispositif n'est pas suffisamment étoffé? Il n'existe juste pas dans l'ordonnance. Les sanctions dans le cadre, par exemple, de l'hyper-coordination, dans le dépassement de délai, n'existent pas aujourd'hui dans le cadre ordonnantiel qui nous est proposé. Et donc ça, c'est problématique parce qu'on peut avoir l'ambition d'accomplir beaucoup de choses en matière de chantier, mais si on n'a pas la mesure de sanctions qui peut inciter à aller plus vite, à mieux coordonner, dans les faits, ça ne fonctionne pas. Actuellement, il y a quand même déjà des contrôleurs sur ce chantier. Il y a des contrôleurs, mais il y a moins de 10 contrôleurs pour des centaines et des centaines de chantiers en région bruxelloise. C'est beaucoup trop peu. Et en termes de sanctions, pour les chantiers qui sont interrompus, par exemple, et qui ne respectent pas le cahier de charges, par exemple, il y a un agent qui a été nommé en mars 2016 pour sanctionner. Et il n'y a eu aucune sanction entre 2008 et 2016, par exemple. Ça, c'est problématique. Donc, il faudra renforcer ce fonctionnaire régional avec une équipe qui permettra effectivement d'avoir cette sanction pour avoir des chantiers efficaces et coordonnés. Ouais. Alors, un autre problème qui est souvent pointé sur les chantiers, c'est le manque d'information. Ici, il y a une obligation d'information à charge des impétrants. Donc, les impétrants, c'est ceux qui ouvrent les trottoirs, notamment, et du gouvernement en complément. Donc là, normalement, on devrait progresser. Mais encore une fois, l'ordonnance prévoit qu'on peut communiquer sur les mesures d'accompagnement aussi dans le cadre des chantiers, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je pense que les riverains doivent être, et les habitants et les Bruxellois doivent être informés sur tout le processus de chantier via un tout de boîte pour un certain nombre de chantiers. Et donc, il n'y a pas cette faculté obligatoire dans le cadre qui est présenté. Et donc, ça, c'est vraiment dommage. Un autre volet important, c'est celui qui concerne les commerçants. On voit qu'il y a pas mal de plaintes des commerçants. On en fait souvent écho dans nos journaux pendant ces chantiers. Désormais, il y aura une indemnisation automatique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, parce qu'il y a eu un cas que vous aviez soulevé d'ailleurs récemment à Jette, autour du chantier du tram neuf. Sur l'avenue de Jette, les commerçants côté Jettois, sur le trottoir Jettois, étaient indemnisés, et ceux côté Gansorenois ne l'étaient pas, parce que Gansoren n'avait pas fait la demande. Oui, écoutez, je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est effectivement l'indemnisation automatique. Pour moi, elle n'est pas aussi automatique que ça, parce qu'il y a un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est d'être dans un secteur qui sera
déterminée par le gouvernement. Donc on ne sait pas encore quels sont les secteurs et les commerçants qui seront véritablement indemnisés. Il y a la question aussi du montant forfaitaire qui est lié au nombre d'équivalents temps plein de l'entreprise, mais pas forcément à l'impact du chantier et des nuisances du chantier en termes de trésorerie sur l'entreprise. Et effectivement, vous le citiez, la question du chantier du tram 9, c'est assez révélateur. Donc la commune de Gette fait la demande à la région bruxelloise pour avoir un subside. Puis la région bruxelloise ne se dit pas, tiens, il y a des commerces juste à côté, juste en face d'un commerce gettois, des commerces gensorennois donc, qui ne profitent pas d'une indemnité. Pour moi, c'est tout à fait discriminatoire. Ouais, mais ça, c'est la situation aujourd'hui. Normalement, après cette ordonnance, ça ne pourra plus arriver. Exact, mais c'est pour ça que nous, donc là, vous serez un homme heureux. À Gensoren, on ne fait pas un lobby intensif auprès de Pascal Smet parce qu'on respecte les règles. On a annoncé une ordonnance qui intégrerait les indemnités. On l'attendait, elle est là. On attend évidemment les arrêtés d'exécution pour permettre l'applicabilité de cette ordonnance. Ouais, vous espériez que la région anticipe en fait sur ça. On en parle depuis des années, donc effectivement d'aller plus vite, ça ferait du bien. Oui. Alors, si on regarde le petit graphique ici concernant ces fameuses indemnités, on voit que l'indemnité, elle varie de 2 000 à 2 700 euros. Ça, c'est fonction du nombre d'équivalents temps plein. C'est pour les commerces ou l'ORECA qui emploient moins de 10 personnes. Et puis, il y a aussi 29 jours d'interruption de la circulation devant ces commerces-là, qui est une condition indispensable. Et puis, cette indemnité, elle peut revenir tous les 6 mois. Donc, ce n'est pas juste pour une fois. Pour des chantiers qui sont très longs, on peut la répéter. C'est pas mal, ça, comme montant, ou c'est insuffisant? Moi, j'aimerais bien savoir comment ils ont calculé ce montant. Donc, pourquoi ce montant-là et de dire, effectivement, 29 jours consécutifs, c'est beaucoup trop pour certains commerces. Vous savez, des commerces peuvent, en 15-20 jours de temps, perdre 40-50% de leur chiffre d'affaires. Donc, pourquoi faut-il attendre 29 jours consécutifs? Sur base de quels critères ils ont fixé ce nombre de jours? Moi, je m'interroge par rapport à ça. Mais est-ce que les commerces ne sont pas en danger quand on dépasse un mois, finalement, qu'on peut faire le gros dos pendant quelques semaines, si c'est difficile pour le commerçant? Ça dépend de la taille du chantier et de l'implication en termes de circulation et d'accessibilité, pas forcément du nombre de jours. Ouais. Les commerçants gettois là, qui recevaient justement cette indemnité et pas les gensorennois étaient assez dépités en disant c'est pas assez avec ça, on ne peut pas tenir le coup. Effectivement, on pourrait se dire que ce n'est pas suffisant. Bon, c'est une première approche, je dirais, pour indemniser et compenser les nuisances, qui est une bonne chose pour les commerces gettois. On pourrait peut-être aller plus loin et que les communes mettent en place aussi, de manière complémentaire, un fonds de compensation qui viendrait en soutien, ce n'est pas exclu, en soutien à cette ordonnance qui existe. Vous, à Gensoren, vous seriez prêt à faire ça? C'est en tout cas dans notre programme électoral qui est en train d'être présenté aux habitants. Oui. Ouais. À l'avenir, la commission de coordination des chantiers, elle aura un représentant des commerçants, en tout cas du monde économique, qui sera là pour faire entendre leur voix. Donc là, on devrait aussi avoir une avancée en termes d'attention à cette dynamique économique. Oui, je pense que le représentant que vous mentionnez a une voix consultative. Donc, qu'est-ce qui pourra véritablement peser dans les débats de la commission coordination chantier? Là, on peut s'interroger. Et puis, bon, le nombre d'intervenants dans cette commission est de plus en plus élevé. Et donc, de voir si c'est effectivement efficace, mais qu'il y ait effectivement une attention portée sur le tissu économique bruxellois, ça me paraît essentiel. Allez, vous allez retirer votre casquette régionale et reprendre celle au niveau local à Gensoren. Oui. On va découvrir un peu qui vous êtes. Alors, quand on va sur votre page Facebook, la première chose qu'on voit, c'est qu'elle affiche la couleur. Hein. Oui. Vous êtes tête de liste du bourgmestre à Gensoren, mais vous n'êtes pas bourgmestre, c'est assez rare quand même. Oui. Là, vous êtes ambitieux. Ambitieux, en tout cas, je ne sais pas, mais j'ai été sollicité par les membres de ma section pour effectivement avoir ce poste-là et pouvoir fédérer l'ensemble de la liste autour d'un projet. Effectivement, en Gensoren, on est dans une situation un peu inédite, mais le bourgmestre qui occupe actuellement la fonction, Robert Jonard, a bien précisé que ce serait un mandat, pour lui, son dernier mandat, et donc il a fallu à un moment donné choisir un candidat tête de liste, et donc l'ensemble de la section a posé son dévolu sur moi. Oui. Et ce sera vous. Et vous avez un préaccord électoral avec Pro Gensoren, qui est d'obédience CDH en partie. C'est quoi le deal? Le deal, il a été annoncé de manière très transparente dans la presse en janvier dernier. Donc on a dit effectivement qu'on avait envie de partir ensemble si les électeurs nous faisaient confiance, parce qu'il est possible aussi qu'il y ait un vote sanction de la part des électeurs qui n'a pas envie de cette coalition-là. Le deal, se dire on part ensemble et sur ce point-là, on est très démocratique par rapport aux électeurs. C'est pas un préaccord caché. On a cette volonté-là aussi parce que Mme Carté, socialiste, a usé l'ensemble de ses partenaires. Donc il n'y avait pas de possibilité de s'entendre avec cette formation politique-là. Et sur un certain nombre de points, c'est la liste qui fera le plus de sièges
qui remportera effectivement le majorat. Ouais, donc là, il n'y a pas encore d'accord sur le futur. Ah non, on laisse le choix aux électeurs. Alors, vous êtes OMR. Oui. Hein, alors, oui. on va voir un peu dans quelle partie du MR vous vous retrouvez. Comment est-ce que vous réagissez au débat qui est lancé par Alain de Stext mercredi dans la Libre Belgique? Il écrivait: il faut un courant libéral conservateur au sein du MR. Alors, libéral, c'est au niveau économique. Conservateur, c'est conservateur de certaines traditions. Vous le suivez là-dessus? Vous savez, moi, je me suis engagé au mouvement réformateur parce que, d'une part, je suis économiste de formation et j'ai compris que les thèses de gauche ne me correspondaient pas du tout. Mais effectivement, sur le côté économique, libéral, je peux tout à fait rejoindre Alain de Stext. Sur les questions de société, je dirais que j'ai un peu plus du mal. J'ai du mal à associer le mot libéral et conservateur dans une même phrase. C'est peut-être possible, mais ce n'est pas mon cas. Quand il dit qu'il faut une politique migratoire plus restrictive, qu'il faut durcir l'accès à la nationalité belge et que finalement l'ANV est un modèle, sauf évidemment sur l'aspect nationaliste? Un modèle ANVA, non. Moi, je constate qu'il y a un accord de gouvernement, que l'ANVA exécute cet accord de gouvernement, sans parler de communautaire, qu'effectivement sur les politiques migratoires, mais il y a un côté, je dirais, au niveau, par exemple, du traitement des demandes d'asile qui n'a jamais été aussi important ces dernières années. Et donc, on peut, c'est l'adage, hein, c'est devenu presque un adage OMR, être ferme et humain en termes de politique migratoire. Moi, je pense que ce qui est fait aujourd'hui correspond à une nécessité et à une réalité. Donc ça, je peux souscrire sans souci. Donc voilà, vous vous y retrouvez dans la tendance actuelle. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Olivier Deleuze et Bernard Clairfailly. Bon week-end à tous.